me voit plus. Si, on voit toujours. On te voit. C'est les mystères du numérique. On peut avoir des surprises, parfois agréables, parfois désagréables. Enfin bon, si vous me voyez, c'est l'essentiel. Merci pour cette intervention, donc, qui a bien mis en évidence les limites de cette formule nouvelle de financement participatif. On va voir si c'est la même chose en ce qui concerne le crowdsourcing avec Léo Vanier. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez bien? Moi, très bien. C'est revenu, voilà. Merci beaucoup. Je vous vois très bien aussi. Même oui. si tu ne me vois pas, je te vois très bien. Oui, je te vois aussi, Jacques, c'est bon. Navré d'avoir donné un aperçu de mes piètres compétences numériques. Merci aux trois organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à parler de crowdsourcing en matière administrative. Alors, je promets que je vais essayer de tenir le temps. Alors, merci de m'avoir invité à parler. Donc, même si je dois bien admettre que ce sujet me laisse un peu perplexe, j'y étais déjà venu, mais je ne suis pas vraiment sorti de cet état de perplexité. Pour le dire rapidement, il s'agit d'un sujet pour lequel je ne suis pas certain que nous ayons, que les juristes de droit administratif aient un intérêt à le penser. Alors, évidemment, je ne veux pas dire que les phénomènes dont prétend rendre compte le vocable de crowdsourcing ne devraient pas retenir notre attention, mais je m'interroge sur l'opportunité d'user du terme au risque de promouvoir le concept. Alors, non pas parce qu'il est en anglais, non pas parce qu'il s'agit d'un néologisme, non plus en ce qu'il provient d'une autre discipline, même si tout ça commence à faire beaucoup, mais parce qu'il s'agit d'un concept faible qui semble présenter en outre une charge axiologique assez ambiguë. Un premier élément peut mettre la puce à l'oreille. Il existe un consensus manifeste pour attribuer la paternité du terme à un journaliste qui s'appelle Jeff Howe et l'a situé dans un article, The Rise of Crowdsourcing, qui a été publié dans le magazine Wired en 2006. Et il est intéressant de noter que les cautions scientifiques qui sont mobilisées par ce journaliste, je pense notamment à Karim Lakhani de la Harvard Business School, ces chercheurs donc, ont un rapport assez distant avec le terme. Darren Brabham, qui est considéré un peu comme le continuateur de Jeff Howe, note lui-même que Karim Lakhani considère que le terme de crowdsourcing englobe des situations trop diverses pour être utilisées. Deuxième élément, d'ailleurs, à propos de Darren Brabham, qui est quelqu'un qui a largement contribué à populariser le terme, notamment dans le secteur public. Il s'agit de quelqu'un qui a eu des activités académiques, mais aussi et désormais, je crois, uniquement de conseils. Alors, je le précise uniquement parce que certaines des publications qu'on peut trouver sur le sujet du crowdsourcing public poursuivent des finalités qui sont mixtes, à la fois d'analyse et de promotion. Troisième élément qui rend malaisé l'appréhension du terme crowdsourcing, il a été saisi par différents champs disciplinaires, sciences de l'information, de la communication, sciences de gestion principalement, qui évidemment en parlent de manière variée. Non sans lien, un quatrième dernier élément, le terme crowdsourcing repose sur un lien qui est spécifique avec le développement des technologies de l'information, de la communication, et dans leur version récente, la constitution de réseaux sociaux, disons, 2006, c'est l'année du lancement de Twitter aussi. Donc il y a effectivement, je suis un peu du même avis qu'Aurélien, une problématique de vieux vin dans une nouvelle bouteille, puisqu'on a des manifestations du crowdsourcing qui sont assez anciennes en réalité. Bon, tout ça pour dire qu'il y a un contexte d'émergence assez spécifique avant l'irruption du terme en droit administratif. Enfin, irruption, pour être honnête, assez timide, ce qui relativise d'ailleurs assez largement les éventuels risques que j'évoquais à l'instant. Le terme crowdsourcing n'apparaît que très marginalement dans les discours du droit administratif, voire même du droit public, et il n'y a pas beaucoup besoin de pousser pour dire du droit tout court. Alors je vous passe le détail des mentions au droit positif ou dans les travaux, mais c'est un terme qui ne porte certainement pas une notion, ni même, il me semble, un concept juridique. Alors, ceci dit, quand bien même son usage ne serait que métaphorique, ne ferait que donner à voir, ça n'enlève rien, ça n'enlève pas tout enjeu, en tout cas, à son utilisation ou non.
Pour le dire de manière très directe, évidemment, parler de crowdsourcing des services publics, ou pour le dire en français, parler de production participative des services publics, ce n'est pas exactement la même chose que de parler d'atomisation des services publics, ce qui, on verra, peut-être un effet potentiel du phénomène. Alors, histoire de rester prudent tout en me livrant, bien entendu, à l'exercice de présentation qui m'a été demandé, je vais vous proposer quelques éléments d'analyse un peu critiques à propos de cette hypothèse, donc, du crowdsourcing comme élément de rénovation des modes de gestion des services publics. Je pars de la définition la plus diffusée dans la littérature consacrée. En la citant, le crowdsourcing est une activité de participation en ligne dans laquelle un individu, ou je résume une organisation, propose à un groupe d'individus dont le nombre, les profils et les savoirs sont variables, via un appel ouvert, la prise en charge volontaire d'une tâche. Ça continue en réalité, ce qui est un bon indicateur sur cette définition à rallonge, la prise en charge de cette tâche dont la complexité et la modularité sont variables et à propos de laquelle la foule contribue par son travail, son argent, son savoir ou son expérience entraîne toujours un bénéfice mutuel. Alors, quelques exemples concrets de ce qu'est ou de ce que peut être le crowdsourcing en matière de services publics. Exemple que j'ordonne tout de suite autour des principales typologies qui me seront utiles à l'analyse. Alors, l'exercice de typologie, il est extrêmement présent dans la littérature sur le crowdsourcing. Quasiment chaque papier en propose une. Trois séries d'exemples. Tout d'abord, on peut penser, pour illustrer le crowdsourcing en matière de services publics, à différentes formes de concours, d'appels à projets, d'appels à idées, par exemple en matière de réinvention urbaine ou de marketing territorial, nommer un équipement, nommer une voie publique. On est ici dans ce qu'on va appeler le crowdsourcing compétitif. Chacun va essayer de répondre aux besoins de l'organisation publique cliente et il y aura un lauréat qui gagnera. Ensuite, on peut penser à des processus assez variés de recueil d'avis, de suggestions, qui peuvent concerner la manière dont fonctionne un service public ou qui peuvent aller, de manière beaucoup plus conséquente, à la co-construction d'un acte administratif d'organisation, à l'image de ce qui peut exister, ce qui a pu arriver bien sûr pour la loi, voire la Constitution. Alors dans ce cadre-là, on va parler de crowdsourcing collaboratif d'un type assez spécifique puisqu'il va porter sur des activités inventives, ce qui lui donne un aspect très participatif, on y reviendra. Et puis enfin, il faut penser, pour le crowdsourcing, à des modalités très variées aussi, mobilise beaucoup plus souvent des plateformes numériques permettant de faire toute une série de choses, notamment des signalements. Je pense au signalement de conditions de circulation ou signalement sur des lieux, par exemple la voirie qui nécessiterait une réparation, du mobilier urbain, dans le même ordre d'idée. Bon. Mais ça peut être aussi de la correction décentralisée de résultats de numérisation d'archives publiques ou de fonds de bibliothèque. C'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle les reCAPTCHA, quand on doit retaper les caractères. On peut envisager encore des appels au tri de résultats de recherche documentaire de grande ampleur, dans le cadre d'activités de recherche notamment. Il y a une des grandes plateformes françaises de crowdsourcing qui s'appelle Full Factory qui propose ça aux enseignants-chercheurs. Et puis on peut penser plus loin à la diffusion continue des images de vidéosurveillance, à laquelle chacun pourrait jeter un œil comme ça dans l'espoir l'espoir rémunéré, de relever d'éventuels comportements infractionnels. Ça a existé à partir du système de vidéosurveillance privée en Grande-Bretagne. Et puis on peut bien sûr penser à une application de géolocalisation qui serait reliée à des données de santé publique et qui permettrait de cartographier la diffusion d'une épidémie. Là, on est toujours dans le crowdsourcing collaboratif, mais les activités en cause sont très simples, elles sont routinières. Il s'agit parfois d'un simple clic, ce qui donne un aspect très intégratif à l'opération. C'est la somme de toutes les petites actions de chacun qui va fournir le résultat à la collectivité cliente. Bref, on voit tout de suite une difficulté apparaître, et je me dépêche, toutes ces opérations n'ont pas grand-chose, toutes ces formules n'ont pas grand-chose en commun, et à leur endroit, j'aimerais formuler 3 séries de remarques pour essayer de jouer le jeu du crowdsourcing comme modalité de gestion des services publics. 3 séries de remarques que j'ai appelées la tromperie sur la foule, l'ambiguïté sur l'externalisation et la tension avec le service public. Tromperie sur la foule, tout d'abord. Ce qui est désigné par foule dans le crowdsourcing, c'est un vivier de ressources potentielles. Il y a une idée commune à l'ensemble des formules qui réside dans le fait qu'avec le crowdsourcing, pour ainsi dire, les aiguilles sortent d'elles-mêmes de la botte de foin.
Mais pour le reste, on est immédiatement face à une grande variété, y compris dans les termes, hein. On va trouver crowdsourcing, community sourcing, citizen sourcing, etc. En fait, la configuration de la foule est une des variables du design de l'opération de crowdsourcing. Et selon les typologies, on va trouver des recours à une foule importante ou limitée en nombre, à une foule pour lesquelles les profils des membres, par exemple les profils professionnels, sont importants ou non, à une foule qui obéit à des motivations extrinsèques, par exemple la récompense, hein, le gain financier, ou des motivations intrinsèques, qui reposent sur la passion ou l'intérêt, bon, voire même à des foules composées de personnes compétentes ou non compétentes. Donc, on pourrait généraliser encore un peu plus et dire que l'idée même selon laquelle la sollicitation et donc la constitution de la foule s'opère en ligne, c'est pas quelque chose qui fait complètement consensus, hein, comme ne l'indiquait pas la définition que j'ai citée tout à l'heure. On peut imaginer du crowdsourcing sans numérique, d'une certaine manière. Alors, du fait de cette grande variabilité, il est permis de douter que c'est d'une foule qu'il s'agisse véritablement dans certaines configurations de crowdsourcing. Alors, je crois que c'est le cas pour les formes les plus compétitives, hein, dans lesquelles donc, chacun tente de gagner. C'est aussi le cas dans les formes collaboratives d'activités routinières qu'on a évoquées, puisque en fait, la foule est ici une collection de micro-travailleurs indépendants. Ces considérations sur la foule, hein, ce n'est pas uniquement des subtilités conceptuelles, je crois que se développent à leur endroit se jouent pour elles des enjeux axiologiques de présentation du crowdsourcing qui sont importants. On trouve dans la littérature, par exemple, un côté parfois enjoué, enthousiaste, hein, qui manque jamais de rappeler la consultation pour la construction de la loi pour une république numérique ou l'expérience islandaise de participation collaborative à la rédaction de la nouvelle constitution. Et puis on trouve parfois, d'un autre sens, des auteurs moins enjoués qui s'en tiennent en général aux versions de la foule les plus proches de la situation des travailleurs de plateforme. Bref, il est assez difficile de savoir, avec le crowdsourcing, si l'idée est de faire advenir la souveraineté du peuple réel ou si c'est de détruire les situations institutionnelles de travail. En réalité, crowdsourcing est assez plastique pour saisir des rapports administré-administration qui sont d'ordre d'intimité institutionnelle tout à fait différents. On peut même parler de crowdsourcing interne, hein, lorsque la foule sollicitée, celle des agents de l'organisation publique cliente, hein, c'est ce qui s'est passé lorsque Madame la ministre de Montchalin a lancé son appel aux agents publics comme agents de la relance de la France, hein, qui se terminait par une possibilité de formuler des suggestions sur les mesures à simplifier. Et on voit immédiatement que ce rapport à la foule-là est tout à fait différent d'un crowdsourcing externe où la foule est donc extérieure à l'organisation. Si je généralise, je résume, dans un cas, c'est l'État-collectivité qui est saisi par le crowdsourcing, et dans l'autre, c'est l'État-organisation. Et à vrai dire, personnellement, je vois mal l'intérêt du concept de crowdsourcing dans la première situation, sauf à chercher à renommer l'exercice démocratique, ce qu'on peut trouver parfois dans les papiers, en crowd-voting citoyen. Bon. Mais quoi qu'il en soit, cette délicate, disons, étanchéité, hein, entre les découpages que je viens d'évoquer, fait qu'il n'est pas évident de situer le crowdsourcing dans l'analyse des modes de gestion des services publics. C'est plutôt une forme nébuleuse, hein, qui a pour une part trait à cette question, les modes de gestion des services publics, mais pour une autre, renvoie à des éléments qui sont assez classiques de démocratie administrative. On est entre collaboration et suggestion, pour le dire autrement. Ce qui m'amène à mon deuxième point, ambiguïté sur l'externalisation ensuite. Lorsque Jeff Howe forge le mot crowdsourcing, c'est bien en accolant crowd, la foule, donc, et outsourcing, externalisation. Il présente d'ailleurs le crowdsourcing comme de l'externalisation sous stéroïdes. Alors, on peut voir dans ce lien une double ambiguïté. D'une part, il existe, avec l'expression crowdsourcing, une ambiguïté sur l'idée de sourcing, qu'on entend ici, hein, comme approvisionnement, de manière assez générale, le fait de se procurer les résultats d'une action répondant à un besoin. Alors, est-ce qu'on se procure toujours la réponse à un besoin avec le crowdsourcing? Il y a de fortes opinions en ce sens, hein. La plupart des auteurs insistent sur le fait que la direction stratégique reste bien du ressort de l'organisation cliente, publique, ici. Il y a un appel à la foule, donc. Mais il faut bien admettre que la frontière est parfois très mince entre le crowdsourcing et d'autres techniques d'innovation ouverte avec lesquelles il va partager l'essentiel de ses présupposés normatifs,
au sens économique. C'est le cas des formes où, par hypothèse, la collectivité publique va venir chercher des idées, hein, c'est-à-dire une manière de concevoir son besoin. De ce point de vue-là, d'ailleurs, la situation est un peu plus claire avec le crowdsourcing intégratif, où il est bien demandé une contribution à la foule prestataire. On peut même aller plus loin et dire que dans ce type de crowdsourcing, on a souvent recours à une plateforme d'intermédiation, celle qui va offrir la solution d'appel à la foule et la solution d'agrégation des résultats à la collectivité publique cliente. Autrement dit, dans ces situations qu'on pourrait nommer l'externalisation du crowdsourcing, eh bien, on retombe, en tout cas pour la première interface, sur une relation de commande qui est assez classique. La variété de ces conclusions rapides fait que même si on accepte de situer le crowdsourcing dans le champ de la collaboration, ici opposé à la suggestion donc, eh bien, ce crowdsourcing apparaîtrait comme transversal à ce qu'on appelle classiquement la collaboration par voie d'activité parallèle et la collaboration par voie de participation. Autrement dit, dans certaines solutions de crowdsourcing, la collectivité publique semble davantage rapprocher la foule d'elle-même en cherchant à faire coïncider son action d'initiative privée avec les buts qu'elle poursuit. C'est typiquement le cas du lauréat d'un concours qui se verrait subventionné pour la réalisation de l'opération. Puis dans d'autres cas, le mouvement est centrifuge, au contraire, et la collectivité publique demande à la foule de contribuer à son processus institutionnel. Bref, vous voyez, la difficulté est importante, au point d'exclure, encore une fois, en partie, le crowdsourcing de l'initiative publique, et donc du champ des modes de gestion des services publics. Rapidement, et d'autre part, il existe aussi une ambiguïté entre crowd et out, l'extériorité autrement dit ici. Il n'est pas certain que l'extériorité signifie la même chose avec l'externalisation et le crowdsourcing. En matière d'externalisation, on peut concevoir cette extériorité comme relative au mode de coordination des transactions qui est utilisé. Faire rapide, mais externaliser, c'est sortir de la coordination hiérarchique, sortir de l'intérieur d'une organisation qui va être caractérisée par l'autorité pour s'approvisionner sur le marché. Alors ça peut être le cas aussi avec le crowdsourcing, mais pas nécessairement. On a des écrits faisant du crowdsourcing, alors souvent dans sa version intégrative et routinière, certes, un mécanisme de type marché ou un hybride organisationnel, mais pour les formes les plus participatives, on reste franchement dans le giron public. Et on peut même aller encore un peu plus loin en notant que les analyses relatives au travail sur plateforme font état elles-mêmes d'une grande diversité dans les modes de coordination mis en œuvre pour régir l'activité, avec parfois une importante dose d'autorité. Ce qui n'est pas neutre du point de vue de la qualification juridique de la situation de travail, comme vous le savez. Bon, les opérations de crowdsourcing présentent un caractère hybride, entre le faire soi-même et le faire faire. Et cette situation n'est évidemment pas non plus sans conséquence pour appréhender le crowdsourcing comme mode de gestion. Une part importante de la théorie qui est consacrée à ces modes de gestion permet justement de les classer dans leur rapport au marché, en lien bien entendu avec les obligations pesant sur les autorités administratives dès lors qu'elles se livrent à une sollicitation de celui-ci. Alors, on peut appréhender cette part de la théorie avec la distinction gestion interne, faire soi-même au sens de l'usage de l'autorité, et gestion externe, faire faire au sens de la sollicitation du marché. En tant qu'un hybride économique, le crowdsourcing va prospérer à la frontière de cette distinction et va conséquemment renvoyer l'encadrement juridique à un effort de rattrapage en faisant tomber le crowdsourcing du côté de la gestion interne, parfois, par la requalification des situations de travail, ce que j'évoquais, à l'image de ce qui se passe pour les plateformes privées, ou du côté de la gestion externe, par exemple par l'identification d'une relation de commande publique, notamment dans les situations de crowdsourcing compétitif qui fonctionnerait sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt. Ces difficultés m'amènent à mon troisième point, et le temps qui passe aussi, troisième point, tension avec le service public, enfin donc. En lien logique avec ce que je viens de dire, quand bien même on aura accepté de situer jusque-là le crowdsourcing dans le champ des modes de gestion des services publics, il est permis de se poser encore deux petites questions. Deux questions qui sont tout à fait classiques, ce sont les mêmes que posait André de Michel il y a 50 ans à propos du self-service public, mais qui sont tout à fait d'actualité, je crois. Avec le crowdsourcing, l'activité objet est-elle un service? Est-elle encore un service? Est-elle un service public? Alors, on connaît la granularité extrêmement variable du service public, mais par hypothèse, le crowdsourcing, et notamment dans sa forme intégrative,
repose sur une atomisation qui peut être poussée à l'extrême du processus productif en cause. Un bon exemple, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure des reCAPTCHA, hein. Lorsqu'on recopie ces petits caractères, on n'a pas véritablement conscience de contribuer à une tâche de correction de caractères numérisés. L'activité, en tant qu'elle pourrait correspondre à quelque chose, une substance pouvant faire traditionnellement l'objet d'un mode de gestion, n'apparaît qu'une fois qu'on a regroupé, agrégé l'ensemble de ces briques élémentaires. Alors, ça ne doit pas exclure de faire du crowdsourcing un mode de gestion renouvelé, justement, hein, du point de vue de la collectivité publique cliente, mais il faut bien admettre que du point de vue de l'administré / agent / prestataire, il n'y a pas grand-chose de tangible qui distingue sa contribution en tant qu'elle est une activité. Et donc, a fortiori, il n'y a pas grand-chose de tangible qui distingue sa contribution en tant qu'elle est une activité de travail ou une activité de prestation de service. C'est là, évidemment, une des grandes forces, la grande force du crowdsourcing, que de brouiller ces frontières entre loisirs et travail, entre salariat et indépendance. Or, et on retrouve la théorie des modes de gestion, c'est pourtant ce à quoi elle s'intéresse, hein, cette dernière distinction. Elle s'intéresse très classiquement en distinguant la gestion directe de la gestion déléguée autour du changement de gestionnaire. Et il peut sembler assez paradoxal de faire du crowdsourcing un mode de gestion directe, mais si on reprend la distinction très classique, hein, des 3 niveaux de maîtrise du service public, on n'a pas vraiment le choix. L'ensemble de la gestion de l'activité n'est pas placé sous la responsabilité d'un tiers ici. Il ne reste que la possibilité de situer le crowdsourcing au niveau de l'exécution matérielle du service public, hein, en prenant en compte la multitude de tâches confiées à la foule, ce qui, évidemment, conduit à une solution qui n'est pas très satisfaisante. Peut-être que ce que montre le crowdsourcing, pour le coup, c'est la fragilité de la théorie des modes de gestion des services publics, hein, face au renouvellement des interventions un peu croisées du public et du privé. C'est une théorie qui gagnerait sans doute à être conçue de manière plus échelonnée, hein, plutôt qu'autour de la rupture directe entre direct et délégué, qui gagnerait sans doute à mieux distinguer les questions relatives à l'objet géré, hein, notamment son amplitude, on le voit bien ici, et à la relation de gestion, notamment au regard de la pondération entre coordination par l'autorité et coordination par le marché, pour le dire rapidement, dont cette relation peut témoigner. Dernière question, promis, j'ai un peu dépassé, je suis désolé. Est-ce qu'on peut véritablement parler de services publics dans le cadre du crowdsourcing? Alors, ce n'est pas toujours évident. En première analyse, on pourrait dire que, bien entendu, le crowdsourcing est éminemment public, puisque, à proprement parler, ici, le public est le service. Mais, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur la question de l'initiative en cause, mais de fait, il semblerait que pour le moment, le crowdsourcing en matière administrative, notamment dans sa dimension, encore une fois, intégrative, sont plutôt laissés à l'initiative privée. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne semble pas être une préoccupation centrale pour les pouvoirs publics, en tout cas pour l'État. On ne trouve pas de traces dans le rapport 2018 de la Cour des comptes, ni dans la récente communication, hein, sur la conduite des grands projets numériques de l'État. Alors, c'est évoqué en filigrane dans l'étude de 2017 du Conseil d'État, mais plutôt pour questionner l'opportunité des pouvoirs publics d'intervenir à la place des entreprises privées qui peuvent poursuivre des finalités d'intérêt général. Ça a été évoqué tout à l'heure, hein, c'est toute l'affaire Bison Futé Waze qui exprime ça. Alors, il semble assez probable, effectivement, que le crowdsourcing des services publics prospère paradoxalement en dehors du service public, bien que sans doute avec un accompagnement des autorités administratives, hein, dans la mise en place de ces infrastructures virtuelles d'initiatives privées. Penser au covoiturage comme mode de transport interurbain, par exemple. Alors, avec un peu de naïveté feinte, on pourrait dire que dans ces situations, le service public pourrait revenir par la fenêtre, notamment grâce aux très imprécises possibilités ouvertes par le fameux 3e cas de la jurisprudence commune d'Aix-en-Provence, hein, qui conviennent assez bien à la situation. On aurait un crowdsourcing par reconnaissance de services publics. Mais je vais m'arrêter là, je vais conclure en revenant sur cette ambiguïté générale, hein, qui a traversé mon propos. C'est un phénomène ambigu, je crois, charrié par un concept qui l'est tout autant. Les deux tirent précisément leur force de cette ambiguïté. Alors, nous avons très certainement intérêt à garder un œil sur le phénomène, hein, notamment en ce qu'il semble appeler à se développer aux confins de l'action administrative, sans que les contraintes et les limites traditionnelles du droit de la gestion des services publics, je ne l'ai pas évoqué ici, je l'ai fait parfois ailleurs, sans que ces limites présentent des outils pour enrayer, le cas échéant, ce développement. Hein. Et puis, de manière liée, si le crowdsourcing peut nous pousser à renouveler nos manières de penser les modes de gestion, vous avez compris, je reste un peu réservé quant à l'intérêt de sa présence, comme concept juridique.
à disposition des juristes de droit administratif. Voilà, je vous remercie.